La parole est à Monsieur Richard Strambio, maire de Draguignan et président de la communauté d'agglomération de Draguignan. Monsieur le président du département du Var, cher Jean-Louis Masson, merci d'avoir organisé ces assises de l'eau à Draguignan. Je vous en suis infiniment reconnaissant dans ce bel espace mutualisé avec le département, la communauté d'agglomération. Et je remercie Monsieur le préfet d'être présent aussi. On sait combien l'État nous soutient, Monsieur le préfet, pour cette pénurie d'eau que nous vivons depuis quelques mois et qui nous cause quelques soucis. Voilà pourquoi nous sommes ici présents. Mon cher François de Canson, Monsieur le vice-président de la région, merci aussi d'être là parce que on a besoin de toutes les énergies régionales pour ce problème extrêmement important. Je salue tous les conseillers départementaux, tous les conseillers régionaux, mes collègues présidents d'agglomération ici présents, de communautés de communes, mes collègues maires et mes collègues conseillers municipaux, évidemment toutes nos structures administratives, les présidents aussi de diverses institutions que je vois dans la salle, bien que j'ai oublié mes lunettes. Et nous avons donc une journée extrêmement importante pour voir quelles solutions à mettre en place aujourd'hui pour demain. Le problème de l'eau dans notre département, depuis la nuit des temps, est quelque chose de récurrent. Les Romains allaient chercher l'eau au pied de Mons avec un aqueduc pour l'amener à Fréjus. Et moi, je me souviens, dans mon enfance, ici à Draguignan, combien l'eau était déjà rare et précieuse, puisqu'au mois d'août, la Nartubie étant complètement à sec, eh bien, les ressources en eau aussi, on avait des coupures d'eau et on y était parfaitement habitué. Ceci dit, après les années 50, les années 60, les années 70, nous avons été dans une société de surabondance, à juste titre, puisque nous sommes entre Varois, je crois, le département du Var étant le plus beau département. Enfin, je sais que tous les élus de divers départements disent la même chose de leur département. En tout cas, l'héliotropisme a fait en sorte qu'on a eu de plus en plus besoin d'eau, même dans nos comportements personnels. Jamais l'économie dans les dernières générations n'a été à l'ordre du jour. Aujourd'hui, les paradigmes s'inversent, c'est-à-dire il nous faut désormais compter, ne serait-ce que pour l'eau potable, mais aussi pour la défense incendie, puisque notre département est l'un des plus boisés de France, si ce n'est pas le numéro 1, avec ses résineux, avec ce souci d'incendie, cher à nos amis, hélas, du SDIS. En tout cas, nous sommes là pour trouver des solutions, parce que l'eau est un bien commun. L'eau est un bien commun et nous sommes extrêmement pointilleux là-dessus. Il faut savoir la partager, un peu comme si l'air que nous respirions, nous soyons obligés de ne pas le partager. Donc l'eau est l'affaire de tous, de l'éducation jusqu'au dernier âge, et c'est de cela dont nous allons parler avec les récupérations de l'eau que l'on peut faire, etc., etc. Mais tout ça obéit à des règles, et je vous avoue parfois y perdre mon latin. Donc j'ai regardé dans les textes grecs, je n'ai rien trouvé, dans les textes hébreux et arabes encore moins. Donc mes chers amis, je vais laisser la parole à François de Canson, je crois, selon le protocole. Merci à tous et bonne journée d'études et de solutions. La parole est à Monsieur François de Canson, vice-président du Conseil régional. Bonjour à tous, mon cher Richard. Bien évidemment, toujours un bonheur d'être à Draguignan. Toi qui es féru d'histoire, bien évidemment, tu connais mieux que quiconque l'histoire de l'eau en Provence. Monsieur le préfet, cher Evans Richard, monsieur le président du conseil départemental, cher Jean-Louis, mesdames et messieurs les élus régionaux, départementaux, communaux, mesdames et messieurs, beaucoup de monde aujourd'hui pour un sujet, bien évidemment, qui nous rassemble. En propos liminaire, permettez-moi de prendre un peu le temps de sortir du cadre, replacer les choses dans leur contexte.
Traiter de l'eau en Provence, c'est inexorablement se confronter à des paradoxes. Au cachet des sources ou cascades débordantes, aux discrètes et frêles des fontaines ou majestueuses et tonitruantes dans ces torrents, ou encore régions, aux paysages secs où la précieuse ressource en eau se fait rare. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est un territoire contrasté d'un point de vue géographique et démographique. Ce contraste existe également en termes de disponibilité de la ressource en eau. Les différences de ressources importantes au nord, Alpes du Sud, et limitées au sud, Basse-Provence, sont aggravées par l'existence en zone méditerranéenne d'une période sèche estivale. Alors, gérer la rareté hydrique et sa disponibilité hétérogène est l'histoire de notre région qui a souffert historiquement de la sécheresse et qui a déployé l'ingéniosité des hommes pour y remédier. Des glaciers des Alpes aux villes des franges côtières, l'eau circule, non pas dans un continuum naturel, mais grâce à de nombreux aménagements dont certains peuvent être datés de l'époque romaine. Dériver l'eau, la stocker, la conduire, là où elle fait défaut, a été l'œuvre des différentes sociétés qui nous ont précédés. Les procédés utilisés ont été aussi ingénieux que nécessaires: captage de ressources, creusement de puits, de galeries souterraines, construction de restanques et surtout édification de canaux utilisés d'abord pour les moulins, puis pour l'agriculture et l'énergie électrique. Les derniers grands aménagements hydrauliques de la Durance et du Verdon, dans les années 60-70, ont sécurisé l'accès à la ressource pour une grande partie de notre région. C'est donc grâce à un long et laborieux affranchissement des conditions naturelles des territoires que l'on peut aujourd'hui se féliciter d'une grande disponibilité de la ressource en eau pour les différents usagers de la région. Ces aménagements ont fortement réduit les inégalités territoriales d'accès à la ressource en eau et ont permis, grâce au stockage, de s'affranchir d'une partie des contraintes saisonnières et géographiques. Mais lors des périodes de forte sécheresse, dont tu as parlé, Richard, 2023, 2027 et plus récemment 2022, les tensions restent toutefois perceptibles et l'équilibre autour de la multiplicité des usages pourrait aujourd'hui s'avérer fragile dans un futur soumis au changement climatique. Le confort qui est le nôtre aujourd'hui est donc le fruit d'innovations majeures, de l'audace des hommes, d'ouvrages uniques en Europe. À titre d'exemple, au XXe siècle, ma chère Fabienne Joly, nous avons créé la Société du Canal de Provence, qui est devenue un fleuron euro-méditerranéen sur le sujet de l'eau. 2,7 milliards de patrimoine, 210 km d'ouvrages de transport, 5600 km de canalisation d'adduction, 4 grands barrages, 80 réserves de proximité. Le confort qui est le nôtre depuis des décennies a un peu étouffé la réalité que nous connaissions tous et qui préexistait. Les exemples historiques, là encore, sont nombreux, à l'instar des demandes de procession pro pluvia ou petendam pluviam, c'est-à-dire pour obtenir la pluie, faites par les communautés urbaines ou rurales auprès des autorités religieuses. On en trouve des dizaines de milliers depuis la fin du XIIIe siècle à Marseille. L'accélération du changement climatique nous remet donc logiquement dans une nécessaire dynamique faite de sobriété, de solidarité et bien évidemment d'innovation, chose que nous éludions un peu, et cela par confort. Alors oui, le constat est assez simple. En considérant un scénario climatique médian, les débits annuels moyens, la recharge des aquifères ou l'humidité du sol seront probablement tous affectés par une diminution comprise entre 10 et 30% à l'horizon 2050. La diminution des débits ne sera pas également répartie sur l'année. Bien évidemment, le printemps et l'été seront plus particulièrement touchés, avec une diminution des débits qui pourrait atteindre jusqu'à 50% dans certains secteurs en raison d'une sécheresse estivale plus sévère en intensité et en durée.
La diminution du manteau neigeux de plus de 50% au-dessous de 1800 mètres et sa fonte plus précoce viendront également renforcer les étiages estivaux et printaniers. Dans ce contexte de changement climatique, les ressources en eau montrent donc une tendance générale à la baisse et avec un manque d'eau accru en été. Ce ne sera bien évidemment pas sans conséquences sur les usages et le partage de l'eau. À la lueur de ces résultats, comment appréhender aujourd'hui la gestion de la ressource pour assurer un accès à tous dans le futur en tenant compte à la fois des contraintes géographiques et écologiques, culturelles et touristiques spécifiques à notre territoire régional, mais aussi des transformations économiques et démographiques potentielles. Alors, comme vous, je refuse d'écouter les Cassandres, les prophètes de malheur. Notre méthode, c'est un optimisme de combat. Sans jamais refuser de regarder en face les difficultés, les crises et les problèmes, mais en défendant l'idée que nous sommes forts, puissants et que nous savons nous adapter aux évolutions du monde. On nous promet bien évidemment toujours le pire. Il suffit de regarder ces dernières années pour constater que le pire n'arrive jamais. Tout dépend de nous. En fait, nous avons la chance de vivre ici dans le Sud, en France et en Europe. En cela, je rejoins Marcel Pagnol, qui dans sa superbe provençale nous rappelle que la raison pour laquelle tant de gens trouvent qu'il est difficile d'être heureux, c'est qu'ils imaginent toujours le passé meilleur qu'il n'était, le présent pire qu'il n'est vraiment et le futur plus compliqué qu'il ne sera. À nous de savoir raison garder. Dès le début de son premier mandat régional, le président Muselier a mis les impératifs climatiques au cœur de sa politique. Dès 2017, un tiers du budget est consacré à la politique, une COP d'avance. Aujourd'hui, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été désignée région pilote de la planification écologique en France depuis la signature d'un protocole d'expérimentation État-région avec Madame la Première ministre le 14 novembre dernier. En région Sud, nous avons voté le premier budget vert d'Europe, un budget 100% climat. Très concrètement, nous engagerons 30 milliards d'euros pour le climat d'ici 2028 pour une écologie des solutions, des projets, mais jamais punitive. Un seul mot d'ordre dans notre politique de lutte contre le changement climatique, l'adaptation, l'innovation, toujours, sans jamais renoncer à notre cadre de vie. Pour l'eau, une méthode, consulter et s'inspirer des meilleurs. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de consultation. Renaud Muselier a souhaité des rencontres dans chacun des 6 départements de la région autour de la problématique de l'eau, parce que les sujets de l'amont, dans nos Alpes, ne sont pas les mêmes qu'en aval, parce que les risques dans les Alpes-Maritimes ne sont pas ceux du Vaucluse. Parce qu'une politique régionale ne peut se construire qu'en écoutant Provençaux, Alpins, Azuréens, qu'en respectant leurs impératifs, en tenant compte des conflits d'usage. C'est à Draguignan que s'achève aujourd'hui cette tournée des territoires avant les États régionaux organisés à l'Hôtel de Région le 7 juin prochain. Il s'agira alors d'adopter des solutions concrètes avec le plus grand nombre d'acteurs autour de la table. J'ai eu l'occasion de le dire, je rentre d'une mission de 3 jours en Israël, exclusivement axée sur la politique de l'eau. Israël, vous le savez, est un pays à 60% désertique et dont la population a décuplé depuis 1948. Confronté à une situation de stress hydrique extrême, il est néanmoins parvenu à devenir le pays leader mondial de l'eau. Il dispose aujourd'hui d'assez d'eau pour lui-même et exporte notamment son savoir-faire vers les pays en voie de développement. Ces 3 jours, au-delà de permettre la signature d'un partenariat de la Société du Canal de Provence avec Mekorot, la Compagnie nationale des eaux d'Israël,
a été l'occasion de visiter l'une des principales usines de retraitement des eaux usées de la Méditerranée, à Safdan, qui traite chaque année 140 millions de mètres cubes. Mais également, avec Fabienne Joly, nous avons pu visiter les solutions innovantes en matière d'énergie et d'eau dans l'hôtellerie, visiter un kibbutz et son centre d'innovation en irrigation intelligente, partager le savoir-faire avec Netafim, société de services en irrigation. Leader dans le domaine, leur statut repose sur 3 piliers. Premièrement, une politique de désalinisation pour les usages en eau potable, qui n'est peut-être pas, à date, la priorité chez nous. Une politique généralisée de réutilisation des eaux usées à usage agricole et de loisirs. Chez eux, 90% des eaux usées sont traitées. Il est évident, comme j'ai eu l'occasion de le dire aussi, que la réutilisation des eaux usées dans notre région doit devenir une priorité, avec comme premier objectif le retraitement de 10% des eaux usées dans nos stations d'épuration. À titre d'exemple, dans le plus beau département de France, le Var, le potentiel est important. 17 stations d'épuration du littoral rejettent pour 50 millions de mètres cubes par an. La réutilisation des eaux usées du littoral permettrait ainsi de réduire la pression sur la ressource en eau du Verdon. Des usages raisonnés, notamment via l'irrigation de précision, mais leur réussite repose aussi sur une méthode simple, des investissements massifs dans l'innovation et dans les réseaux. Ce dernier point, vous le savez tous, est malheureusement une réalité à traiter en priorité avec vigueur, qui aujourd'hui peut tolérer que plus de la moitié de l'eau dans certains territoires se perde pour cause de réseaux non entretenus depuis des décennies. Comment expliquer en conscience à nos concitoyens qu'ils doivent faire preuve de solidarité, ne pas laver leur voiture, laisser leur jardin mourir, ne pas toucher au niveau de leur piscine, quand parallèlement, les réseaux publics sont défectueux. Nous, acteurs territoriaux, devons agir en responsabilité en nous appuyant sur les grandes entreprises de l'eau qui font aujourd'hui la richesse de notre pays. C'est donc d'une approche holistique dont nous avons besoin, qu'il aide toute sa part à la sobriété, la solidarité, l'innovation, mais qui ne pourra pas voir le jour sans des investissements massifs. C'est aujourd'hui la volonté de la région qui assurera son rôle de leader en la matière. La région, le canal de Provence et l'Europe, c'est 800 millions d'investissements d'ici la fin du mandat. Et bien évidemment, les départements sont attendus pour des investissements complémentaires nécessaires pour de vrais effets de levier. Je vous souhaite à tous une très belle journée de travail. Je vous donne bien évidemment rendez-vous le 7 juin à 18h à l'Hôtel de Région à Marseille pour une première série d'annonces concrètes, tant sur des solutions à court terme que sur le long terme. Merci à tous et bons travaux. La parole est à M. Jean-Louis Masson, président du conseil départemental du Var. Monsieur le préfet, monsieur le vice-président de la région, mes chers collègues élus, monsieur le maire de Draguignan qui nous accueille, mesdames, messieurs, d'abord merci à tous d'être présents et de marquer ainsi beaucoup d'intérêt à ces problèmes. Et c'est vrai qu'à l'occasion de mes tournées de territoire, j'ai pu observer que l'eau était au cœur des questionnements des collègues élus. Merci à Richard Strambio de nous accueillir à Draguignan. Moi, je n'oublie pas, j'avais 20 ans quand la préfecture a quitté Draguignan pour venir à Toulon. J'essaie de ne pas oublier et d'alterner les réunions publiques entre Toulon et Draguignan, de même que les séances plénières du département qui se tiennent alternativement à Toulon et à Draguignan, mon cher Richard. Je salue également le sous-préfet de Draguignan que j'ai vu, mais voilà, monsieur le sous-préfet, merci également de votre présence à côté de notre directrice générale adjointe, de notre directrice générale, pardon.
Vous le savez, ça a été défini parfaitement par mon collègue. L'eau est une des compétences essentielles et historiques des élus locaux. Certains ont les moyens humains et financiers d'y faire face, d'investir, tant mieux. D'autres, en général, dans les zones plus rurales, éprouvent les plus grandes difficultés à assumer ces compétences. Et le conseil départemental, bien sûr, dans le cadre de l'aide aux communes, essaie de répondre présent. Je voudrais dire quand même qu'il y a eu d'énormes progrès effectués ces dernières années en matière de sécurisation des réseaux dans énormément de communes qui aujourd'hui ont répondu présent à la sécurisation des réseaux. Quand vous conjuguez cette capacité à faire ou à ne pas pouvoir faire avec une période de sécheresse sévère et installée depuis des mois dans notre département, le constat est extrêmement préoccupant, je dirais même d'ordre de survie. Depuis le 2 mai, monsieur le préfet, 153 communes varoises ont été classées 2 en crise de sécheresse, Ribou et Saint-Zacharie, 43 en zone d'alerte, 85 en zone d'alerte renforcée, 23 en zone de vigilance, ce qui veut dire 153 communes sont 153 qui ont des difficultés plus ou moins graves en fonction des lieux. Face à cette situation exceptionnelle, la réponse institutionnelle se doit d'être tout autant, voire plus, concernée. Il nous faut dépasser les carcans administratifs de répartition des compétences. En effet, si on s'en tenait à la loi NOTRe, c'est la région qui est le seul coordonnateur de la gestion de l'eau. On dirait à la région de se débrouiller, mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, si on se réfère au plan d'action de l'État du 30 mars 2023, je parle sous le contrôle du monsieur le préfet, pour une gestion, dit le texte, résiliente et concertée de l'eau, c'est le département qui est préconisé pour animer la gouvernance, le dialogue et un projet politique de l'eau. Aujourd'hui, le département du Var s'engage sans attendre car l'eau est devenue une cause majeure et le département est un acteur incontournable pour rendre les projets concrets. Plusieurs sujets sont aujourd'hui en réflexion, et ce à tous les échelons, et un certain nombre de questions se posent. C'est des questions concrètes dont on espère avoir quelques orientations à l'issue de cette journée d'assises. Quel rôle doit avoir l'Observatoire départemental de l'eau qui a été créé il y a plusieurs années et qui est co-animé par l'État et le département? Est-ce un simple observatoire? Est-ce un laboratoire d'idées? Est-ce une instance aussi d'action concrète pour les territoires? Faut-il créer une instance de coordination des schémas directeurs d'alimentation en eau? Faut-il une actualisation des droits d'eau et à quelle échelle hydrographique? On en a parlé à l'instant, puisqu'il y a des restrictions sur la Durance et le Verdon par rapport aux droits d'eau. Certains de ces droits sont en effet ancestraux et ne correspondent plus au contexte local, au contexte des territoires. Faut-il prioriser les fonds publics sur de nouveaux barrages plus en amont? Faut-il investir dans une filière technologique de traitement, mais aussi de récupération de l'eau? Faut-il investir dans une filière désalinisation de l'eau de mer? Comment accompagner les pratiques de certaines activités économiques? Quel est le bon niveau d'intervention du département dans le cadre de son aide aux communes? Doit-il flécher un certain nombre d'actions, comme effectivement la modernisation ou le renouvellement des réseaux, mettre en place des capteurs de fuite, des essais de pompage de nouveaux forages, le système départemental d'information géographique sur l'état de rendement des réseaux, des questions sur les aménagements visant aux interconnexions des réseaux, la valorisation de l'eau résiduelle, la valorisation des eaux brutes, créer un fonds d'aide à l'innovation technologique, les questions de l'agence départementale d'ingénierie qui verra le jour à la fin de l'année, sera opérationnelle le 1er janvier 2024, la fameuse agence départementale d'ingénierie, la systématisation des alertes aux consommateurs, la limitation des débits à certaines heures pleines de la journée. Faut-il un schéma départemental de l'alimentation en eau correspondant à un échelon de gestion et qui coordonne effectivement l'ensemble des schémas de l'eau des communautés de communes ou d'agglomération? Pour répondre à ces questions, effectivement, il faut réfléchir, évaluer les coûts, les bénéfices à la bonne échelle, identifier les solidarités, les dépendances,
je crois qu'il en est fini de penser qu'il y a une solution magique, et il n'y a pas de solution magique. Et il ne suffit pas de monter l'église Sainte-Madeleine pour avoir la lumière et revenir avec la solution. Ce sont des enjeux qui sont collectifs, enfin des enjeux qui intéressent le collectif. C'est la somme d'un certain nombre de solutions et leur addition qui permettra sans doute de trouver des solutions efficaces. Et nous sommes organisés donc sur 2 rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est les assises départementales de l'eau aujourd'hui, qui sont des réponses que l'on souhaite pouvant être mises en application rapidement. Et puis par ailleurs, on lance le plan VAR Eau 2050, qui consiste à agir aujourd'hui et anticiper demain. VAR Eau 2050, avec l'accompagnement du CEREMA, monsieur le préfet, va nous permettre d'examiner la situation à l'horizon de 2050, en fonction de la sécheresse et des conditions de celle-ci, et surtout des hypothèses de gravité qu'on pourra examiner, et mettre en place effectivement l'adaptation des collectivités aux risques qui seront évoqués dans le cadre du plan VAR Eau 2050. Aujourd'hui, ce sont les premières assises varoises grand format des acteurs de l'eau et des décideurs politiques, et je vous remercie d'être présents. 2 tables rondes seront organisées sur la journée. Le matin, elle est dédiée aux éléments de diagnostic avec des experts et des usagers mobilisés sur 7 sujets. Climat, ressources, usages, état des milieux, outils existants, réserves en eau, circuits courts d'approvisionnement pour l'agriculture. Je remercie à ces experts d'avoir répondu présent. Je vous en remercie infiniment et je suis sûr que les échanges vont nous permettre de prendre du recul et puis d'imaginer effectivement cette addition de solutions dont je parlais. L'après-midi, elle sera dédiée à des retours d'expérience et aux solutions pour l'avenir, solutions qui répondent en partie aux questions de ce matin ou aux questions que j'ai évoquées. Avant les tables rondes, je vais laisser la parole à ma collègue Christine Nicoletti, vice-présidente du Conseil général, du Conseil départemental et déléguée à l'ingénierie territoriale, qui vous présentera rapidement l'étude de prospective intitulée VAR Eau 2050. Nous lançons pour envisager toutes les solutions et vous les partager. L'étude va permettre d'identifier toutes les solutions qui seront par excellence à géométrie variable, car le Var est pluriel dans sa géographie, ses équipements, ses ressources, mais aussi ses hypothèses de réchauffement. Il va sans dire que les enjeux financiers inhérents à la gestion de l'eau sont éminemment politiques et sociétaux. Aussi, la solidarité par bassin et à l'échelle du département doit être le maître mot de nos échanges et de nos réflexions. Il ne faut pas opposer les territoires, les usages, les activités économiques, il faut au contraire les additionner. C'est le maître mot aujourd'hui, additionner les intelligences, additionner les solutions, additionner les activités, les ressources des territoires. Marcel Pagnol écrivait dans La gloire de mon père, une source, ça ne se dit pas. C'est, je pense aujourd'hui, complètement le contraire. Il faut le dire et le partager. Je vous remercie de votre attention. Et je crois que, monsieur le préfet, nous allons vous écouter avant d'écouter Christine Nicoletti. La parole est à monsieur Evans Richard, préfet du Var. Monsieur le président du conseil départemental, monsieur le vice-président du conseil régional, monsieur le maire de Draguignan et président de DPVA qui nous accueille une fois de plus ici, dans cette salle que j'ai appris à connaître et dont j'apprécie de plus en plus le confort, mesdames, messieurs les élus communaux, départementaux et régionaux, mesdames, messieurs. C'est vrai que faire ou organiser des assises de l'eau en ce début d'été marqué par une pénurie, qui plus est le faire à Draguignan, dans une zone qui est sans doute celle du département la plus sensible à ces phénomènes, puisque les élus des collectivités alentours travaillent depuis plusieurs mois à essayer de trouver des solutions les plus pérennes possibles pour faire en sorte
que, contrairement à l'année dernière, certaines communes ou certaines parties de communes ne se trouvent pas durablement privées d'eau. Mais c'est vrai, parler d'eau dans le Var, comme parler d'eau dans le bassin méditerranéen, c'est effectivement s'exposer à devoir remonter des millénaires plus tôt, puisque l'eau a toujours été rare dans ces régions. Mais ces assises ont au moins l'avantage, c'est celle de sensibiliser à la fois les collectivités, si tant est qu'elles aient encore besoin de cette sensibilisation, et peut-être plus largement nos concitoyens. Sensibiliser à quelques réalités, presque d'évidence, la rareté de l'eau, mais dans le bassin méditerranéen, ça ne date ni d'aujourd'hui, ni d'hier, ni de ce siècle. Bon, c'est un fait, l'eau est rare, et donc parce qu'elle est rare, c'est un bien précieux dont il faut prendre soin. Le deuxième point de sensibilisation, c'est peut-être aussi de rappeler, et vous l'avez fait, monsieur le vice-président du Conseil régional, c'est que face à ces problèmes d'eau, à cette rareté de l'eau, depuis des millénaires, dans le bassin méditerranéen, l'homme a su inventer des systèmes qui aujourd'hui encore fascinent, surtout quand on regarde ceux de la Mésopotamie ou ceux des Grecs ou des Romains, où on a réussi à développer des systèmes avec finalement des techniques relativement rudimentaires. Sans oublier évidemment tous les efforts qui ont été faits dans l'immédiate après-guerre et dont on goûte encore tous les avantages, qu'il s'agisse du système du Rance ou de la société du canal de Provence. Troisième élément de sensibilisation, c'est de dire que face à ces problèmes de rareté d'eau, il y a toujours des solutions techniques, plus ou moins compliquées à mettre en œuvre, plus ou moins coûteuses à mettre en œuvre, et les uns et les autres, vous en avez cité bon nombre. Mais face à cette multiplicité de solutions possibles, je crois qu'il est de plus en plus nécessaire de travailler ensemble, c'est-à-dire de dire que l'eau n'est pas un problème individuel, n'est pas le problème d'une collectivité, mais c'est le problème d'un territoire, et ce problème doit être examiné globalement. C'est vrai qu'aujourd'hui encore, on a toujours tendance à raisonner dans son petit environnement immédiat. Le particulier ou l'agriculteur va essayer de faire un forage ou de creuser un nouveau puits. Une collectivité va essayer de maximiser sa ressource en évitant évidemment de la partager avec le voisin. Et je crois qu'il nous faut aujourd'hui poser les questions de façon beaucoup plus globale pour avoir à la fois des solutions plus durables, mais aussi plus efficaces et plus rationnelles d'un point de vue économique. Et c'est vrai que si on veut travailler, il faut s'inscrire, peut-être comme nos anciens, dans la durée. Alors je ne sais pas si cette durée, ça doit être celle du siècle ou du millénaire, mais il nous faut donc, au-delà de l'urgence qu'il faut quand même traiter, regarder les évolutions qui risquent d'être les nôtres dans les 5, 10, 20 ou 30 ans qui viennent. D'où la nécessité d'évaluer, et ça je le disais la semaine dernière lors de la présentation des assises de l'eau, d'évaluer à la fois les ressources de ce territoire, mais également les besoins de ce territoire. On ne peut pas raisonner uniquement à besoins constants. D'abord parce que dans un département comme le Var, la population continuera à se développer. C'est quand même une des caractéristiques du Var, d'être un des départements au niveau français démographiquement les plus dynamiques. Et je crois qu'il faut s'en féliciter. C'est aussi, et les uns et les autres l'ont rappelé, le département touristique également parmi les plus dynamiques de notre pays. Et pourquoi se priver de cette manne économique? Et puis, ça, c'est aux experts de nous le dire, si l'augmentation des températures se poursuit, les besoins en eau, que ce soit pour la consommation humaine, que ce soit pour les
les activités industrielles, que ce soit aussi pour la pérennité des activités agricoles, risque d'augmenter. Et donc, il va falloir que l'on regarde comment ajuster durablement les besoins, la ressource aux besoins. Et je pense qu'il faut prendre le temps de cette réflexion pour être sûr que ce qui sera décidé puisse tenir sur un laps de temps suffisant. Il faut bien évidemment de l'expertise, il faut bien évidemment des ressources financières. L'État a à sa disposition un certain nombre de services. Monsieur le Président du Conseil départemental, vous avez cité le CEREMA. C'est vrai que nous avons aussi le BRGM qui a une connaissance et une banque de données importante sur notre sous-sol un petit peu compliqué. On a également l'Agence de l'eau qui est un des bras armés pour traiter de ces problèmes. Et puis, nous avons aussi quelques dispositifs d'accompagnement budgétaire, que ce soit les dotations classiques comme la DETR ou la DSIL. Et je rappelais la semaine dernière au Conseil départemental que cette année, nous avions consacré plus de 53% de la DETR à des questions d'eau potable. S'il faut accentuer l'effort, on peut continuer en peut-être ponctionnant plus qu'on ne le fait aujourd'hui la DSIL, et puis surtout pour l'année qui vient et l'année prochaine, essayer de tirer tout le parti possible du fonds vert, puisqu'on a là encore quelques millions supplémentaires. En tout cas, au-delà de ces quelques constats, je voulais vous redire en conclusion la disponibilité de l'État, de ses services, à vous accompagner à la fois dans la réflexion, mais aussi dans les réalisations. Et j'espère que la journée qui s'ouvre va nous donner plein d'idées, des nombreuses pistes de travail, et puis peut-être l'esquisse d'un schéma durable pour au moins les 30 années qui viennent. Merci.